Voilà, donc je vais vous parler du projet Inception, qui est un projet voilà, donc, qui implique une équipe en fait, internationale. Là. C'est un projet européen en fait, hein, dans le cadre de ERA4CS. C'est un programme pour le développement des services climatiques. Alors du coup, donc, qui implique l'Université de La Rochelle et la compagnie Créocéan en France, et puis à l'international, le Global Climate Forum à Berlin, l'Université des Baléares et puis l'Université de Utrecht. Voilà. Donc alors qu'est-ce que c'est les services climatiques? Les services climatiques, alors je crois qu'il y a un truc là pour mettre... tac. Voilà, c'est ça. Les services climatiques, c'est l'ensemble des prestations qui permettent de s'adapter au changement climatique et de limiter les effets du changement climatique. Et historiquement, on peut dire quand même que ces services climatiques, on a pris conscience de la nécessité de les développer lorsque les sciences du climat n'ont plus suffi à répondre à tous les besoins des acteurs de l'adaptation et qu'on s'est dit qu'il y avait besoin de créer un ensemble d'activités entre ces deux sphères d'intérêt. Très rapidement, on a considéré effectivement que, en plus des sciences des climats, toutes les sciences qui concernent les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation font partie des services climatiques. Et donc, tout l'enjeu qu'on a dans le cadre de ces projets européens, la ERA4CS, c'est de développer la science qui permettra à ces services climatiques, qui pourraient être des activités privées ou publiques, ou des activités de nature extrêmement diverses, d'émerger. Alors, voilà, d'une manière générale, les services climatiques, on estime qu'aujourd'hui, par exemple en 2030, il devrait y avoir aux alentours de 100 millions d'euros de besoins en adaptation sur le changement climatique. Donc ça justifie par exemple que ce grand programme ERA4CS, c'était un investissement européen de l'ordre de 75 millions d'euros. Alors, dans le domaine côtier, en fait, on a tout un ensemble d'activités qui ne s'identifient pas nécessairement comme étant des services climatiques, mais qui répondent à la définition de services climatiques, c'est-à-dire finalement on produit de l'information qui est utile pour s'adapter. Alors ça peut être des modélisations, là effectivement quand il y a la vidéo ça marche mieux, mais bon là c'est un PDF. Et bon voilà, ça peut être des modélisations de submersion par exemple, hein, mais ça peut être aussi tous les portails qui distribuent des données, donc DRIAS par exemple, Météo France, etc. Copernicus au niveau européen, des observations, par exemple là c'est des observations de vagues issues des satellites altimétriques qui permettent de valider des modèles cycloniques en Polynésie, ou alors des prestations sur le terrain ou avec des partenaires. Donc toutes ces activités existent, elles ne s'identifient pas nécessairement comme des services climatiques, et elles font que dans le domaine côtier, il y a une étude qui a été menée par Alanvi, qui dit que dans le domaine des services climatiques, tout ce qui concerne le côtier est plutôt en bonne position pour voir l'émergence d'un marché des services climatiques pour l'adaptation côtière. Voilà. Alors, donc l'idée, là je répète un peu tout le temps la même chose, c'est on a d'un côté la sphère de la recherche, de l'autre les acteurs de l'adaptation, avec des portails de données, observations, alors voilà, niveau de la mer, CHOM, SONEL, PSMSL, etc. Des bases de données, des modélisations, des analyses, et puis de l'autre des acteurs de l'adaptation, des gestionnaires du littoral, des aménageurs, des ONG, la finance, le monde de la finance, des réassurances. Et voilà, tous ces projets servent à aller créer des services liant cette sphère de la recherche aux acteurs de l'adaptation. Et ça comprend finalement d'une part des formations et de l'autre pardon, je n'arrive plus à lire là. C'est des services sur mesure, voilà, ils appellent ça des services sur mesure, centrés sur une politique publique, un secteur économique particulier ou un secteur écosystémique. Alors, tout à l'heure, je disais 100 milliards d'euros en 2030. En fait, les besoins d'investissement hors OCDE, c'est estimé entre 60 et 300 milliards d'euros par an en 2030. Voilà. Et c'est basé sur des données qui ont été assemblées par le GIEC en 2014 et l'UNEP en 2016. Donc il y a un facteur énorme en fait entre les estimations. On peut les contester, mais enfin l'idée c'est que de toute façon aujourd'hui on n'est pas à la hauteur en termes d'investissement pour l'adaptation et que si on veut voir l'adaptation se dérouler, on a besoin de créer les acteurs de cette adaptation. Voilà. Alors sur le côtier, donc on a un fort potentiel de croissance économique, ça c'est ce qu'a dit Alanvi à l'issue de l'enquête qui a été menée par le consortium de valorisation thématique. Et on a des besoins immédiats, notamment en particulier à cause de tous les effets de l'élévation du niveau de la mer, des tempêtes, de l'érosion, etc. Alors, le projet Inception. Donc dans le projet Inception, souvent quand on a travaillé sur ce sujet, on partait du niveau de la mer et on allait vers les impacts. Et en fait, dans ce projet, on fait le contraire. On part d'interactions avec des utilisateurs. Donc, on fait des réunions avec un certain nombre de partenaires qui sont dans ces 3 case studies là. Une case study globale, une case study Maldives, une case study Polynésie française.
Le global, qu'est-ce que c'est? C'est les acteurs de la finance de l'adaptation, donc les organisations internationales qui veulent financer l'adaptation, mais de manière préférentielle, là où il y a des vrais besoins en adaptation, et ne pas se tromper de pays où ils vont financer. Voilà. Et puis d'autre part, le monde des assurances, et puis tous les acteurs globaux, tous les acteurs de l'adaptation, qui sont des bureaux d'études, qui ont les mêmes besoins d'information un peu partout dans le monde, comme par exemple voilà, les grandes compagnies, Royal Asconing, etc., etc., Artelia. Et donc, on part de ces interactions utilisateurs, on essaie d'évaluer dans quelle mesure ils ont des décisions aujourd'hui qui peuvent favoriser ou défavoriser l'adaptation, et ensuite seulement, on leur fournit des informations sur le niveau de la mer et les impacts, afin de développer avec eux des chemins d'adaptation adaptés. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, avec cette approche, on ne fait que de l'adaptation incrémentale, c'est-à-dire qu'on améliore les décisions actuelles et on ne change pas tout. Mais bon, c'est bien ça l'approche du projet. Et on aboutit à la fin, à partir de ces 3 case studies, on souhaite avoir une sorte de guide à l'usage de ceux qui voudraient développer des services climatiques côtiers. Donc alors dans nos 3 case studies, là, on a mené 5 workshops utilisateurs en 2018-2019, et les principaux besoins qui ont émergé. Alors au niveau global, c'est la finance de l'adaptation. Pour la finance de l'adaptation, finalement, le problème qu'il y a, c'est que la réassurance, par exemple, ils ont un horizon temporel saisonnier, donc c'est des prévisions saisonnières dont ils ont besoin, et ça, c'est pas nous qui allons leur donner. Mais il y a un problème au niveau des infrastructures critiques, un petit peu partout dans le monde, avec l'élévation du niveau de la mer pour ces infrastructures critiques qui ont une longue durée de vie. Et en particulier pour les secteurs de l'énergie, donc on travaille par exemple avec EDF sur cette case study-là. Pour les Maldives, alors il y a 2 decision problèmes qui ont été identifiés. Alors le premier, c'est l'érosion. Alors pas l'érosion comme on l'entend ici, c'est l'érosion des îles artificielles. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui aux Maldives, on est en train de créer beaucoup d'îles en fait, artificielles sur le platier, à partir de sédiments qui sont à 50 mètres de profondeur, pour créer de l'espace en fait, parce que voilà, il y a des besoins de développement. Et une fois qu'on a mis le sable sur le platier, il y a beaucoup de mouvements de sable qui font que l'île ne reste pas dans la forme qu'on l'avait imaginé initialement. Donc le problème, c'est comment on fait finalement pour traiter ce problème d'érosion, alors qu'en fait, voilà, on a très peu d'études environnementales qui sont menées en amont de ces grands projets. Et qu'en plus, ce type de projet est en train de devenir de plus en plus fréquent, parce qu'en fait, voilà, ils ont des moyens qui sont de plus en plus importants. Ils ont notamment un bateau qui leur permet de mener simultanément 5 projets nouveaux par an. Et un deuxième problème qui est pour ces mêmes îles que l'on construit, quelle est la hauteur au-dessus du niveau de la mer que l'on veut? Est-ce que c'est 1,50 m au-dessus du niveau marin moyen, 2 mètres, 3 mètres? En fait, pour eux, c'est juste un problème de ressources en sédiments. Et le problème, c'est que comme le niveau de la mer va monter, ça va avoir on sait quelle est la hauteur optimale qui leur permet de minimiser finalement les dépenses qu'ils vont avoir à faire en termes de risque côtier. Donc voilà, donc là c'est un exemple, par exemple, Ouloumalé, c'est à côté de Malé, il y a 1 an cette île n'existait pas par exemple. Voilà, donc là il y a déjà des immeubles dessus. Et le troisième, c'est la Polynésie française. Là il y a 6 services climatiques qui ont été identifiés. On n'a pas des décisions aussi précises qu'aux Maldives qui ont émergé, mais quand même ce qui émerge, c'est un cas d'étude infrastructure critique sur les ports et les aéroports qui est quand même assez similaire avec le problème de land reclamation aux Maldives. Et puis des problèmes de déstabilisation des plages. Et puis en fait, dans cette dynamique, la service climatique, il y a un enjeu sur créer la capacité humaine pour que l'adaptation soit menée localement. Aujourd'hui, par exemple, l'ADEME passe des appels à projets pour l'adaptation en Polynésie et a peu de réponses, parce que les gens n'ont pas les codes en fait, pour répondre à ces appels à projets. Donc on voit un enjeu sur l'aspect formation professionnelle sur ces sujets en Polynésie. Voilà. Alors un petit exemple de... Voilà, sur les questions... comment on met en place, comment on analyse un peu ces questions de décision. Regarde par exemple les décisions que l'on examine, est-ce qu'elles impliquent plutôt le court terme, c'est-à-dire 10, 20, 30 ans? Et puis, quelle est l'attitude que l'on a vis-à-vis de l'incertitude et du risque? Supposons que vous avez des décisions qui vous engagent sur le court terme uniquement et que vous ayez une faible tolérance à l'incertitude, c'est-à-dire que vous n'aimez pas le risque. Là, vous allez chercher des décisions robustes qui vont résister à tous les scénarios que vous pouvez imaginer, même les pires. Et donc, vous allez avoir besoin des scénarios des pires des cas. Supposons que vous ayez des décisions, par exemple, de long terme, 100 ans, et que vous ayez alors, quelle que soit votre tolérance à l'incertitude, vous pouvez vous dire que finalement, c'est peut-être préférable à ce stade d'attendre un peu, de voir comment les projections d'élévation de niveau de la mer
à quoi elles ressembleront dans 10 ou 15 ans lorsque l'on aura plus d'observations et puis des outils de modélisation plus pertinents peut-être. Et donc là, ce que vous allez vouloir, c'est des scénarios d'apprentissage, c'est-à-dire des scénarios de niveau de la mer correspondant à différentes avancées possibles de la science. Voilà. Donc toute la question qu'on pose aux collègues, c'est quels sont les horizons de décision que vous envisagez, et puis quelle est votre tolérance à l'incertitude. Et on a différents scénarios, types de scénarios d'élévation du niveau de la mer qui peuvent être produits en réponse à ces besoins. Alors maintenant, la question c'est, est-ce qu'on peut obtenir les projections de niveau de la mer dont les gens peuvent avoir besoin? Et du coup, la réponse est pas toujours. Parce que c'est vrai qu'on a les projections du GIEC avec le scénario RCP 2.6, la faible émission, forte émission, entre 50 cm et 1 mètre en 2100. Mais ces scénarios-là, c'est 2 tiers de chance d'être dedans en fait. On a 1 tiers de chance d'être au-dessus. Et quantifier un scénario du pire des cas en 2100, c'est très compliqué. En 2050, c'est possible. On peut peut-être borner pratiquement par ces valeurs-là, mais en 2100, il y a des scénarios à plusieurs mètres qui existent en fait. Hein. Donc du coup, on ne sait pas répondre aux acteurs qui ont des très forts niveaux d'aversion au risque et qui considèrent des données en 2100. Voilà. Alors après, la deuxième question, c'est effectivement avoir une information qui soit localisée, donc notamment des scénarios régionaux. Alors je ne sais pas où j'en suis au niveau temps, mais j'ai peut-être déjà un peu explosé le... Non okay. Voilà. Mais en fait, l'idée générale, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on a déjà tous les outils qui nous permettent de faire des scénarios régionaux, au moins jusqu'à comment dire excusez-moi, en milieu hauturier. C'est-à-dire qu'en fait, tous les scénarios que vous avez du GIEC, ils somment la partie océan, l'océan qui se dilate, hein, et puis qui est repris par la circulation océanique, les contributions des glaciers, les contributions du Groenland, qui sont affectées par, disons, les redistributions de masse liées à la fonte de ces masses de glace. Donc, en fait, en gros, on a plus d'élévation du niveau de la mer loin de la source. Ça, c'est parce qu'on perd de la masse à un endroit, donc la masse se répartit loin. Et puis, même chose en Antarctique, avec une petite particularité, c'est qu'en Antarctique, lorsque le climat se réchauffe vite, il y a d'abord des précipitations sur l'Antarctique, donc ça fait baisser le niveau marin. Et puis au bout d'un moment, il y a des problèmes sur les calottes de glace qui sont en contact avec la mer, donc là, ça fait monter le niveau de la mer beaucoup plus rapidement. Mais ça fait quand même gagner un peu de temps, ça. Et puis après, les eaux souterraines, et puis l'ajustement isostatique global, dont parlait tout à l'heure Pierre-Stéphane. Et donc les scénarios régionaux, c'est la somme de tout ça. Alors ce qui manque là-dedans, c'est les mouvements verticaux du sol. On peut avoir de l'information avec SONEL, l'INSAR, etc. Et puis d'autre part, tous les effets de la circulation océanique à l'échelle du plateau continental. Donc, mais à peu de choses près, on a quand même des scénarios régionaux. Voilà. Alors, pour nos scénarios du pire des cas, ce qu'il nous faudrait, c'est comprendre qu'est-ce qui va se passer au niveau des calottes polaires, et notamment sur l'Antarctique. Donc le problème, c'est ces calottes de glace qui sont en contact avec la mer. On a la ligne d'échouage de l'Antarctique là, qui, aujourd'hui, on observe qu'elle recule, parce qu'on a un phénomène qui s'appelle la Marine Ice Sheet Instability, qui est que une fois que l'eau se réchauffe, on fond ici. Comme la ligne d'échouage recule et que là, on a des pentes ça devient de plus en plus profond à mesure qu'on va vers la calotte, le flux augmente, et ça, du coup, c'est une instabilité qui est auto-entretenue, et on est engagé dans un cycle irréversible. Dans les projections du GIEC, on n'a pas ce processus qui est intégré. Il le sera dans le SROC, par exemple, dans le prochain rapport du GIEC de 2019. Ça va rajouter 10 ou 15 cm de plus dans les projections de niveau de la mer que par rapport à celles du GIEC de 2014. Voilà. Mais il y a un deuxième processus qui, lui, implique vraiment des très fortes montées du niveau marin. Ce serait que, à un moment, il est possible que ces calottes, là, ici, là, ces exutoires, là, ces ice shelves, se disloquent parce qu'on aurait de la fonte en surface. L'eau rentre dans les crevasses et les falaises de glace se disloquent. Elles sont trop hautes pour être stables et le phénomène s'emballe. Et ça, c'est les scénarios catastrophes que vous avez pu voir de l'ordre de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, plus haut. Voilà, rien que pour l'Antarctique, en 2100, 2200, etc. Voilà, donc ça, c'est le Marine Ice Cliff Instability. Donc notre scénario du pire des cas, on a beaucoup de mal à le définir parce que dans la littérature, vous allez trouver en 2100 1,50 m, 2 mètres, 3 mètres, etc. etc. Voilà. Donc on n'a pas toute l'information dont on a besoin. Voilà. Et enfin, c'est vrai que même si on peut penser, moi par exemple, je ne suis pas, peut-être qu'en 2100, voilà, c'est beaucoup 3 mètres. Hein. À long terme, c'est sûr qu'on est engagé dans un... Voilà. Là, tout à l'heure, vous aviez une présentation sur le niveau marin depuis 18 000 ans, avec la montée post-glaciaire et puis la période Holocène qui est de plus en plus stable. Et puis là, on est ici. La figure précédente sur le niveau de la mer, c'était 2 pixels. Et en fait, ce qu'on voit, c'est, quel que soit le scénario d'émission,
le Groenland fond et puis une bonne partie de l'Antarctique, et ça prend plusieurs milliers d'années. Donc en fait, en attendant suffisamment longtemps, ça peut être pertinent pour les infrastructures critiques, on arrive forcément à dépasser n'importe quel seuil en fait. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est pas arrêter l'élévation au niveau de la mer, c'est limiter le rythme. Et donc c'est vrai que là, par exemple, vous voyez dans le scénario à faible émission, qui correspond à peu près aux réserves prouvées actuellement, qui correspond aux émissions qui ont déjà été faites aujourd'hui, on limite l'élévation au niveau de la mer à 0,5 mètres par siècle, selon ce scénario. Voilà. Alors il y a d'autres... Enfin bon... Ok, voilà. Donc toujours est-il que voilà, les conclusions de notre projet là pour le moment, c'est on essaie d'identifier des besoins des acteurs de l'adaptation et on essaie de proposer des scénarios d'élévation au niveau de la mer adaptés à ces besoins de ces acteurs, aux besoins de ces acteurs. Et on essaie également de proposer d'autres choses sur l'érosion, les submersions, etc. Mais là j'ai focalisé sur le niveau de la mer. Et on examine quelles informations scientifiques peuvent soutenir l'adaptation. Voilà. Et on arrive assez rapidement en fait, à des problèmes en glaciologie dont on sait qu'ils ne vont pas être résolus rapidement. Quoi, les problèmes, le scénario maximum au niveau de la mer en 2100, on sait bien qu'il va falloir encore plusieurs années avant de l'avoir. Donc merci beaucoup de votre attention. Et voilà. Merci Gonéry pour cette présentation qui à la fois illustre le besoin de connaissances et l'incertitude qui va avec pour essayer d'apporter des réponses les plus précises possibles, en tout cas les plus fiables pour les décideurs qui ont des choix à faire d'ores et déjà. Donc on va regarder si on a des questions. Oui, Nicolas, et il y aura en haut. Merci, donc Nicolas Bécu de La Rochelle. Merci beaucoup pour la présentation. Je voulais revenir du coup sur les trajectoires du coup où on voyait donc du coup des bifurcations dans les choix et notamment par rapport à l'incertitude. Et du coup, je me demandais, il me semble qu'en psychologie environnementale, du coup, on regarde à la fois la question du coup de l'incertitude dans laquelle un individu se situe, mais également en fait l'autre paramètre qui est du coup l'état de satisfaction dans lequel il est en fait actuellement. La satisfaction, cette perception du coup de sa satisfaction de son état actuel. Et du coup, en fait, j'étais en train de me dire si on rajoutait en fait la question du coup de la satisfaction de l'état actuel, on pouvait très bien continuer, certains territoires pourraient très bien continuer dans un état d'incertitude assez fort si ils sont convaincus que, ou alors du coup des groupes influents, des groupes sociaux influents disent du coup ça nous va. Du coup je me demandais comment est-ce que cet élément il avait été du coup intégré dans la réflexion, du coup en fait finalement la capacité ou du coup la perception du coup des groupes sociaux à se satisfaire de la situation actuelle. Ouais. Alors il n'est pas intégré dans le schéma que j'ai montré. Et je pense qu'il est présent dans le cas d'étude de Polynésie, là, par exemple, qui est piloté par Virginie Duval à Rochelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement... qui apparaît dedans, voilà. Mais il n'est pas intégré dans ce schéma. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce schéma, il a été développé avec les partenaires allemands qui se focalisent beaucoup sur les Maldives, où il y a des problèmes d'ingénierie très, très clairs. Et qu'est-ce que c'est finalement le rêve aux Maldives aujourd'hui ? C'est d'aller dans la nouvelle île, Ulumale, celle où il y a de l'espace. Enfin, vous ne trouveriez pas qu'il y a beaucoup d'espace, mais moi non plus d'ailleurs. Mais en tout cas, il y en a beaucoup plus qu'à Malé, en tout cas. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que la question de la satisfaction, je pense qu'elle n'apparaît pas là, parce que peut-être que ce cas d'étude, ce schéma-là qui est préliminaire, et qui est quand même intéressant, parce qu'on regarde les échéances temporelles, on regarde et puis on arrive très vite sur des points durs sur la science au niveau de la mer. Il n'a pas été développé à partir d'un cas d'étude où c'était un cas où ça apparaissait clairement. Sangari Seydou, Port autonome d'Abidjan. Le conférencier a dit que le financement de l'adaptation était chiffré entre 60 et 300 milliards d'euros par an. Alors je voudrais savoir ce que renferme cette somme-là, ce montant. Qu'est-ce qui renferme ce montant? Est-ce que c'est juste la relocalisation ou l'indemnisation de la population rendue précaire, ou c'est des actions d'adaptation? Voilà. Alors c'est toutes les actions d'adaptation, pas uniquement côtier. Alors c'est en 2030 et c'est vraiment c'est tout compris, mais c'est hors OCDE. Voilà. Donc du coup, comment c'est estimé ça? C'est à partir de modèles globaux d'impact sur l'agriculture, sur le côtier, etc. Ils font la somme de tout.
Je pense que vraiment la fiabilité individuelle de chacun de ces modèles, je connais bien le modèle côtier, bon, je pense qu'il n'est pas très fiable, mais quand même, je pense que l'idée générale, c'est qu'il y a un gap énorme, il y a un fossé énorme entre les investissements aujourd'hui qu'on fait dans le domaine de l'adaptation, et puis finalement, ça rejoint un peu l'aide au développement, etc. Et puis les besoins que l'on constate aujourd'hui, et surtout que l'on anticipe pour 2030, c'est-à-dire dans 10 ans, quoi. Voilà, donc ça, c'est des messages en fait, qui apparaissent dans les rapports du GIEC, par exemple. En fait, c'est juste une remarque. En fait, on a vu des secteurs qui sont très vulnérables, type Maldives, où on peut penser à la Hollande. Mais en France, qui est un pays qui a du relief, est-ce qu'on ne peut pas dire, pour des infrastructures critiques, on se met à plus de 70 mètres NGF et on n'a pas de problème? Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils n'y sont pas. Hein. Non, mais on fait une ferme solaire, par exemple, pour EDF, parce que j'entendais parler d'EDF, mais on fait une ferme solaire. Si on trouve un secteur à plus de 70 mètres NGF, on n'a plus de soucis avec la remontée du niveau marin. Je pense que le point important, c'est qu'effectivement, on a du temps pour l'adaptation, dans le sens où on a au moins 30 ans devant nous où le niveau de la mer ne va pas s'emballer. Ça laisse le temps de faire pas mal de choses, mais il y a quand même des problèmes sur les infrastructures qui demandent beaucoup de temps à être démantelées. Et celle-là, c'est sûr que pour elle, en fonction du nombre d'années que cela va demander, je pense que alors on peut pas le dire, on peut le dire très facilement, par exemple dans des groupes internationaux où ils parlent très clairement des infrastructures auxquelles on pense tous, mais voilà, je pense que c'est vraiment ces questions des infrastructures critiques sur lesquelles on a un enjeu de démantèlement dont on ne sait pas encore très bien quelle est la durée que ça va prendre, et si on ne va pas arriver sur des dates à partir desquelles on ne sait plus exactement quel est le scénario maximal d'élévation au niveau de la mer.